Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Alors aujourd'hui on va parler Euroleague, basket français avec nos trois équipes qui nous représentent, l'ASVEL, le Paris Basketball et Monaco. Et tout d'abord je dois préciser que cette émission a été tournée donc le jeudi 21 novembre, quelques heures avant Monaco-ASVEL, donc malheureusement on ne connaîtra pas le résultat. Ce soir pour m'accompagner, j'ai Louis à mes côtés. Salut Jordan et salut tout le monde. On a également Émile qui on va dire est un peu notre spécialiste de l'Euroleague. Alors, je sais pas si on peut aller jusque-là Jordan, mais oui, c'est vrai que j'aime bien le basket. Et bah je te remercie Émile et Axel qui nous a rejoint. Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui, on va parler tout d'abord de Paris, qui fait sa première saison en Euroleague. Les Parisiens sont 4e, avec un bilan de 7 victoires, 3 défaites. On va dire c'est plus qu'encourageant. Ils sont en feu. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que Paris, cette saison, peut avoir des grandes ambitions? Louis, je te laisse commencer. Quand tu as un début de saison en Euroleague pareil, bien sûr que tu peux avoir de grandes ambitions. Faut pas se limiter, faut pas se dire qu'ils ont déjà fait 50% du boulot. Rien n'est fait, on sait que ça peut aller très vite en Euroleague. Donc en tout cas, ils ont les armes pour aller titiller le top 6, le play-in si vraiment ils se cassent la binette, on va dire, au cours de saison. Mais en tout cas, ils sont très bien partis et ils peuvent aller très loin. Toi, Émile, ton avis sur cette équipe de Paris? Je suis extrêmement surpris par Paris cette année, pour ce début de saison. Leur coach, Thio Massissalo, est parti en NBA cet été. Et je me suis dit, ils vont faire ils vont finir la saison 18e, ils vont mal commencer, etc. Et c'est l'inverse. Et ils récupèrent Splitter. Et ils ont un coach qui s'appelle Thiago Splitter, qui a joué en Euroleague à Baskonia, mais qui n'a jamais coaché. Et coacher à ce niveau-là, une équipe qui a quand même collé 103 points au Barça à Barcelone, c'est quand même exceptionnel, et je pense que comme Louis, ils peuvent accrocher le top 10 et le play-in. Et toi Axel, t'en penses quoi de ces Parisiens? Ouais, carrément, ils ont une très très belle équipe, bien ficelée, avec des arrières ultra performants. Je pense à TJ Short, je pense à Nadir Effi aussi, qui sont vraiment des chiens de garde et puis des super scoreurs, notamment TJ Short, qui, quand ça devient compliqué, les 5 dernières minutes, il prend la balle et il met tous les points, généralement. Et puis, non, ils ont une très belle alchimie, on l'a vu l'année dernière. Ils ont fait énormément de mal à toutes les équipes du championnat de France et même en play-off à la fin. Donc non, ça peut vraiment faire plaisir. Et franchement, avoir une équipe là, à ce niveau-là, qui remplace entre guillemets le rôle de Monaco des dernières années, ça fait plaisir, parce qu'on n'avait pas vu ça justement depuis pas mal de temps. Alors là, ils sont sur une grosse série d'invincibilité. Leur dernière défaite, c'était face au Bayern. Depuis, ils ont enchaîné Monaco, l'Alba Berlin, Baskonia, le Partizan, Kaunas et enfin donc le Barça, comme me disait Émile il y a quelques jours. Mais est-ce que vous pensez que cette série, elle va pouvoir durer? On sait que c'est aussi une équipe qu'on va dire qui n'a pas beaucoup d'expérience comparée à une autre équipe française comme Monaco. Pour toi, Émile, est-ce que ça peut durer? Ce soir, ils vont jouer à l'EFES Istanbul, donc qui est un des clubs d'Istanbul. Très dur à battre là-bas. Je pense que Paris peut gagner, mais même si ça va être dur, et notamment le problème de Paris, c'est de l'intérieur. Et là-bas, ils ont quand même Vincent Poirier qui est quand même extrêmement fort en Euroleague, et je pense que c'est là où Tomislav Milosevic, qui est le coach de l'EFES, qui va aller appuyer sur le côté intérieur de l'EFES. Ok, et toi Louis, je crois que t'es pas du même avis, tu vois pas les Parisiens prolonger, on va dire, leur belle série, on va dire, ils sont un peu en feu en ce moment. Ils sont en feu, en fait, ils ont une évolution qui est assez impressionnante depuis 2018, où en fait ils ont grillé toutes les étapes de leur entrée en Pro A à l'Eurocup jusqu'à maintenant en Euroleague. À chaque fois c'est très bien passé, mais j'ai peur que le plafond de verre arrive assez vite. Axel a très bien souligné l'impressionnante stat de TJ Short ou Effi, mais j'ai peur qu'en fait au final, est-ce que s'il y en a un qui n'est pas dans un bon jour, est-ce que l'équipe au global, le collectif va pouvoir se sublimer? C'est ça qui me fait peur. On sait que moi j'ai une stat, c'est Effi en Pro A, il est à 21 points et en Euroleague il est à 13 points. Donc ça montre vraiment aussi la dureté défensive qu'il y a en Europe. Et comme Bologne l'année dernière, je pense qu'ils vont faire un très bon début de saison, mais que ça va un peu se calmer enfin, et donc non, je les vois pas perdurer à ce rythme-là en tout cas. C'est ça, pour donner les stats de Nadir Effi. Alors en ce début de saison, on est qu'au mois de novembre en Euroleague, il a 13,5 points de moyenne, 2,1 rebonds, une passe, on va dire c'est un petit peu léger peut-être à ce niveau-là. Par contre, il a 9,1 d'évaluation, ce qui est quand même plus que correct, et il a fait un pic de 25 points face à Berlin. Axel, est-ce que pour toi les Parisiens ils vont réussir à perdurer dans le temps? On sait que c'est une équipe jeune
Et comme l'a dit Louis, s'il y a de la casse derrière, ça risque de pas mal ralentir. Ouais, c'est juste ça. En vrai, pour moi, c'est le facteur X, c'est TJ Short. En vrai, s'il se blesse, c'est fin de saison directement. Mais par contre, là, leur calendrier, il est pas si mal. Ils jouent contre le Maccabi, ils vont jouer contre Virtus Bologne. Le seul gros match qu'ils ont, il me semble que c'est contre l'Olympiakos. C'est ça. Donc après, là, ils vont avoir 5 l'Asvel. prochains matchs, je les donne vite fait. Donc il y a l'Anadolu ce soir, on verra donc le résultat au moment où sort l'émission. Ensuite, Virtus Bologne, le Maccabi Tel Aviv, l'Olympiakos et l'Asvel. C'est ça, le Maccabi, l'Asvel, on va dire ça reste prenable cette saison. Bologne aussi, et Anadolu, c'est un petit peu compliqué, mais. Non, ouais, franchement, c'est bien prenable. Il y a le Real aussi, mais les Real sont pas dans une grande forme, donc honnêtement, ça peut se prendre aussi. Donc là, pour moi, à part l'Olympiakos, les 5-6 prochains matchs, ils sont gagnables 100%. Et ouais, donc facteur X, blessure. Sinon, pour moi, ça peut aller très loin, voire demi, voire finale d'Euroleague après. Allez, si vous. Ouais, voilà, donc Axel l'a un peu amorcé. Si vous devez prendre une hot take, on va dire, sur Paris cette saison, où est-ce que vous les voyez terminer? Louis, je te laisse commencer rapidement. Play-in, moi. Play-in, ok. Et toi, Émile? Moi, je pense que si jamais ils sont en play-in, ils passeront en play-in. Et par contre, ils seront éliminés en quart. Play-off? Ouais. Okay. Enfin, ils seront en play-off et ils seraient éliminés en quart de finale. Ce qui est très beau. Ouais. En quart, moi, je voyais demi au final. Hein. Wow. En fait, honnêtement, s'il n'y a pas de blessure. Enfin, en fait, je l'aime trop cette équipe. Je les ai vus jouer pas mal de fois contre l'Asvel. Ça joue vraiment bien. Il y a du folklore en fait. Et s'ils gardent cette dynamique-là, peut-être qu'ils vont s'épuiser à la fin. C'est ma seule attente. Mais honnêtement, ça peut aller loin. Peut-être quart, demi. Hein, en vrai. Ok. Bon, en tout cas, on remercie ce Paris Basketball qui a réussi à ramener un peu de basket dans la capitale. Et ça fait pas de mal. Maintenant, on va passer, on va dire, peut-être la capitale du basket en France, Villeurbanne. Certains peuvent dire Limoges ou d'autres villes. On va parler de l'Asvel. Une saison encore un peu mitigée, on va dire, sur ce début. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes, beaucoup de blessures aussi, faut le mentionner, avec Edwin Jackson en ce moment qui est blessé, Melvin Achassa encore à la cheville, et Paris Lee qui va essayer de revenir, mais pour le moment on n'en sait pas plus. Mais il y a un homme qui est en grande forme, c'est Théo Malédon. Avant de parler de Théo, on va parler de l'Asvel. Quel objectif, encore une fois, pour l'Asvel? On a l'impression que chaque année on se pose la question. Au final, à chaque fois, ils arrivent rien à accrocher. Louis, où est-ce que tu vois finir les Villeurbanais cette saison? Moi, je trouve dur de lire comment va jouer Villeurbanne, enfin dans quelle position va être Villeurbanne, parce qu'ils ont une équipe assez homogène. Et quand on voit par exemple du Sacco, Malédon, Ajinka, on sent qu'ils ont envie de développer des jeunes pour pouvoir ne pas trop payer de salaire et essayer de surfer sur leur bonne saison, leur prime, pour qu'ensuite ils partent au Barça, etc. On connaît. Mais après, quand on voit qu'ils arrivent à amener un Théo Malédon sur qui ils construisent tout, ils ont gardé l'Auvergne, deux colos qui performent bien. J'avoue que je sais pas trop où les placer, donc... C'est ça, c'est une équipe avec beaucoup d'anciens. Charles Cahudi, Geoffrey Lauvergne, Nando De Colo. Et ensuite, il y a ces plus jeunes avec Nils Sacco, Théo Malédon, qui on va dire sont un peu les têtes de proue de cette équipe. Émile, toi, quelle lecture tu fais de cette équipe? Moi, je pense que c'est compliqué de juger une équipe dont la fermerie est quasiment pleine, est bien garnie à chaque match en Euroleague. L'Asvel perd Paris Lee et Chalon. Oui. Donc il est out pour certains matchs d'Euroleague. Il me semble que contre le Fenerbahçe, il y a de la casse. Ah ouais, 3 blessés en un match. Asvel Fenerbahçe. L'Asvel perd uniquement de 3 points contre une équipe qui joue extrêmement bien et qui est hyper bien classée, qui est même première, je crois, de l'Euroleague en ce moment. Ou troisième. Fener, ils sont premiers. Premier peut-être, ouais, c'est la première. Qui peuvent encore. Et perd de 3 points. Ensuite, avec 3 blessés. Ils finissent à 6 sur la rotation. L'Asvel joue à 6. À la fin, on voit De Colo qui est rouge. Le capot qui fume comme pas possible. Ensuite, Olympiakos, l'Asvel perd de 2 points. Avec un Malédon qui est exceptionnel. Et l'Asvel. C'est son pic cette saison. Il met, faut que je le retrouve, Théo Malédon. Il sort une performance à 34. Ouais, 34 ou 35 points contre l'Olympiakos. Et après, l'Asvel bat Belgrade à domicile de 3 points. Donc je pense que cette équipe, elle a quelque chose. 31 points, pardon, Malédon. Ouais, tu vois. C'est l'évaluation qui est à 35. Oui, c'est l'évaluation. Et il y a quelque chose, cette équipe, elle a un truc, elle a du courage. Et je pense que j'attends de voir une équipe au complet. De l'Asvel au complet. C'est ça, si on regarde tous les matchs de l'Asvel en Euroleague, il n'y en a pas un, on va dire, ils se font blowout. À chaque fois, ils arrivent à accrocher. Il y a ce match du Barça au Paris, ils sont devant et ils sont accrochés. Il y a contre le Pana aussi.
Axel, quelle lecture tu fais de cette équipe? Ouais, bah en vrai, c'est un peu comme ce qu'ils ont raconté. Théo Malédon est en feu. Je pense que ça lui fait énormément de bien de revenir dans un club français et surtout en Euroleague. Et c'est dommage parce que Olympiakos c'est 2 points, Pana c'est 3-4 points à cause de Evan Fournier. C'est plein de matchs comme ça. Et franchement, ils peuvent aller loin, mais il faut juste que il y a pas d'infirmerie derrière, quoi. En fait, c'est la même chose que Paris pour moi. S'ils n'ont pas de blessés, l'ASVEL, et qu'ils sont un peu plus sérieux dans les matchs, surtout en fin de match, ça peut aller pas mal loin parce qu'au final ils ont une équipe quand même très bien. Théo Malédon il revient d'NBA, c'est vraiment intéressant. Paris Lee il assure toujours. Donc ouais, franchement il y a du potentiel, mais bon. Et Théo Malédon, on va en parler. C'est simple, là il fait son retour en Europe. Et c'est très simple, pour ses premiers mois, il claque en Euroleague 17 points de moyenne, 4,4 rebonds, 3,9 passes, 20 points d'évaluation, c'est exceptionnel. Et on le disait, un pic à 31 points face à l'Olympiakos. La question est simple, il est en grande forme, est-ce que c'est le meilleur joueur français d'Euroleague? Émile, vas-y, je te laisse commencer. Actuellement, oui. Je vois pas qui est au-dessus. On peut citer Fournier à l'Olympiakos, le sort au Pana, mais franchement, non, il est au-dessus. C'est lui qui porte l'ASVEL. Il est la première option, clairement, de l'ASVEL. C'est l'option numéro 1. On a vu que contre Baskonia, c'est lui qui a sonné la révolte, alors que l'ASVEL était au chou et c'est lui qui a pris des gros 3 points et qui les a rentrés surtout. Contre Belgrade, c'est lui qui met le panier de la gagne, et les lancers francs aussi. Certes, il aurait pu avoir marché, mais bon, ça c'est l'arbitrage en Euroleague, pour tous les clubs c'est pareil, c'est très mal arbitré. Et encore, l'ASVEL est bien souvent mal arbitré comparé aux autres. Ouais. Mais du coup, non, c'est vrai que il est parti de Charlotte où j'étais en G-League, ou alors il jouait pas du tout, il s'est le banc en NBA, et là on voit qu'il revient dans son club formateur. Il explose tout, quoi. Et non, franchement, je suis content pour lui. Après, je sais pas si ça va faire comme avec Ilio Kobo ou Gershon Yabusele, où il va partir dans un autre club d'Euroleague plus prestigieux. Je pense que soit il va repartir directement en NBA, ce qui est possible, soit il va rester à l'ASVEL encore une saison. Parce que je pense qu'il a un amour pour ce club qui est assez important, quand même. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, économiquement, à son âge, je pense que l'idéal serait qu'il change de club, peut-être la saison prochaine, ou aller au maximum encore 1 an. Mais il va pas rester bien longtemps, je pense, à l'ASVEL. Je pense aussi. La même question qu'à Emile, est-ce que c'est le meilleur joueur français en Euroleague cette saison, ou alors si t'en vois un au-dessus, qui est-ce? Moi j'en vois quand même un au-dessus, c'est Evan Fournier. Pareil, il fait cette transition entre NBA, Europe, où pareil, il cire le banc du côté des Knicks. Enfin, il fait ce trade Knicks-Pistons, ou même chez les Pistons, il joue pas vraiment. Sa place. Donc, et là, en fait, il s'impose à l'Olympiakos. On sait que c'est très compliqué, qu'ils ont un public et des supporters ultra exigeants. Et il arrive quand même à faire des perfs aux côtés d'un Sacha Vezenkov, qui pareil, attire toute la lumière. C'est vraiment lui le joueur star, contrairement à Malédon, où alors on peut le voir de 2 façons, mais moi je préfère souligner le fait que c'est pas vraiment lui qui a tous les systèmes, qui a tous les ballons. Evan Fournier, il arrive quand même à faire des belles perfs et il permet surtout à l'Olympiakos de gagner face à Pana. On sait que c'est un derby qui est ultra important là-bas. Et même face à l'ASVEL. Donc non, moi je voulais mettre Evan Fournier en avant, mais Malédon aussi est super intéressant et super prometteur pour cette saison. Et un petit mot sur le retour d'Evan en Europe. Toi, tu le juges comment ? Très bon, c'est un super choix. En plus, il découvre un public qui est ultra différent. Donc, non, pour faire cette transition fin de carrière, c'est parfait pour moi. Je pense que son histoire avec la NBA était terminée. Ok, bon, pour revenir à Théo Malédon et à l'ASVEL, Axel, est-ce que je crois que toi tu vois un Français un peu meilleur que lui en ce début de saison, qui est-ce ? Moi je pense que c'est Mathias Le Sort en vrai. Ça se joue avec Malédon parce que j'avoue que Malédon il est quand même exceptionnel. Evan Fournier, je vous rejoins, ça fait tellement plaisir de le revoir à un bon niveau et de mettre des paniers comme ça de malade devant un public. Et rien n'était gagné au début, à ses premiers matchs. Oui, c'est pour ça, ouais. D'ailleurs, il l'a dit en interview, je crois, il a dit que c'était le meilleur public avec qui il avait joué, que c'était le feu. Enfin bref, c'était assez impressionnant. Et du coup, Mathias Le Sort, en fait, c'est le meilleur pivot d'Europe pour moi depuis 2 ans maintenant. Il fait vraiment du bien à la France. Et puis avec le Pana, c'est impressionnant en vrai le nombre de plus-minus en vrai qu'il a. Je crois qu'il a près 15 points là par match ou en Euroleague, quelque chose comme ça, mais ouais, avoir ce genre de joueur dans son équipe, c'est toujours un plus. Et pour moi, là, il s'installe vraiment comme le pivot incontournable de l'Euroleague et de l'Europe. Pour ceux qui suivent le basket européen de loin, je pense qu'ils l'ont clairement vu cet été pendant les JO. Mathias Le Sort, c'est quelqu'un qui permet de tenir face au meilleur pivot NBA. Ouais, on l'a vu cet été. Émile, tu voulais dire un mot sur Le Sort ? Ouais, c'est vrai que Le Sort, franchement, quand on voit ce qu'il a fait l'an passé face à Eddie Tavares, qui était censé être le meilleur pivot d'Euroleague, qui fait quand même 2m23, c'est une montagne. Il l'a mangé. Et pareil, il était quand même
face à Anthony Davis au JO, il était quand même sérieux. Et même au tour d'avant contre l'Allemagne, ouais, il y a les Wagner et ouais, il en a c'est fait ça. qu'une bouchée de taille. Et voilà, mais le sort, c'est vrai qu'avec le Pana, et face à Mustapha Fall, il a dominé Mustapha Fall dans le derby de l'Olympiakos, enfin dans le derby avec l'Olympiakos. Et non, c'est vrai que Alors le sort est très bon. Il est pas si grand que ça en plus. Non, mais pour un pivot, c'est dingue. il fait C'est un peu un 2008, profil non, à je crois. Yabusele, mais lui en possession. Il est hyper énergique, Ouais, il est ouais. physique, athlétique, et c'est tout ce que les coachs recherchent chez un pivot dans le basket européen moderne. Bon bah je vous remercie. Les matchs à venir pour l'Asvel, il y a Monaco, donc c'est ce soir, on vous connaîtrez le résultat au moment de l'émission, Anadolu Efes, le Real Madrid, Milan et enfin un petit derby français, on va dire Paris, même si un derby à 15 km, je sais pas si on peut appeler ça un derby. À l'échelle de l'Europe, c'est un derby. Pour l'Europe c'est un derby, effectivement. On va désormais passer à Monaco. Il y a eu un départ ces derniers jours de l'entraîneur mythique Sasa Obradovic, une page se tourne. Question très simple, est-ce que c'est le symbole, ce départ, d'une saison décevante, même mitigée des Monégasques? Louis, je te laisse démarrer. En Euroleague, c'est décevant, mais c'est pas non plus la cata, mais c'est plus en Pro A que c'était. Je crois qu'ils sont 6ème d'Euroleague. Ils sont 7ème. Et 6ème de Pro, ça. Ouais. C'est ça. Et puis ils viennent de sortir d'une défaite face au Mans où ils se sont fait siffler pour la première fois par leur public. Donc je pense que ça aussi c'était un déclencheur pour la Roca Team, mais je pense surtout qu'elle n'a pas vraiment l'habitude depuis ces dernières années d'être dans ces situations de crise. Donc je pense que il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment tout nouveau pour eux. Et je pense que c'était important, mais il aurait peut-être fallu le faire l'été d'avant. Je pense que la transition aurait dû se faire à ce moment-là. Là, en pleine saison, c'est un peu compliqué. Puis du coup, tu te pénalises avec ce début de saison mitigé, comme tu l'as très bien dit. Donc, fallait le faire. Fallait renvoyer Monsieur Obradovic. Donc, ça montre et c'est un symbole de la saison mitigée de la Roca Team. Et toi, Émile, t'en penses quoi de ces Monégasques par exemple, on va faire un petit parallèle avec la Betclic Elite. Ils n'ont pas pris ça au sérieux dès le début. Pas du tout. Ils ont un petit peu, on va dire, manqué de respect aux équipes qu'ils affrontaient. Mais ils l'ont très vite payé. Largement, et je pense que le match où toute la France du basket a vu, c'est le match contre l'Asvel à l'Astrobal, où même si Monaco avait des blessés, l'Asvel à l'époque n'en avait pas. Peut-être le seul match d'ailleurs où il n'a pas eu de blessés sur cette saison. Mais Monaco ne se battait pas. Oui, personne ne se battait. Hasard 2. En défense, c'était mou comme pas possible. Du coup, l'Asvel en a profité et a pu casser sa série de défaites. Mais à contrario, l'Asvel, quand elle a des blessés, elle se bat. Et Monaco ne s'est pas battu. Et je pense que le match contre Le Mans a été le tournant. Donc Le Mans allait battre Monaco à Gaston Médecin. Et c'est là où Obradovic est parti. Mais puis même, je trouve qu'Obradovic gérait mal ses joueurs. Il y a 2 grands joueurs qui sont blessés à Monaco. C'est Nick Calates, qui est un grec, et Furkan Korkmaz, qui est un turc. Ils ont recruté un jeune joueur français qui s'appelle Juan Bégarin, qui ne joue absolument pas. Que ce soit en Betclic Elite ou en Euroleague. Il ne joue pas. Alors qu'il montrait à Paris et à Nanterre qu'il avait plutôt un bon niveau en Betclic Elite. Et qu'il pouvait dépanner notamment en défense et sur tout ce qui est attaque à 2 points, attaque dans la peinture, etc. Enfin dans la raquette, mais non, il ne joue pas. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de gestion de la part de Obradovic pour les joueurs, et je pense que c'est ça qui a amené à son éviction, un peu comme l'avait fait l'Asvel pour CJ Parker l'an passé. Alors pour le remplacer, c'est Vassilis Panoulis, donc la légende de l'Euroleague, la légende grecque, qui est pressenti. Il a été coach seulement de l'équipe nationale en Grèce. Pour revenir à Obradovic, Axel, est-ce que pour toi il est le responsable, on va dire, de ce mauvais début de saison? Je pense qu'il faut dans une équipe, il faut toujours au bout d'un moment un changement, il faut rebattre les cartes, etc. Ça faisait quelques temps quand même qu'il était là, quelques temps que Monaco performait, mais ils n'ont pas vraiment gagné en Euroleague, je parle. Donc voilà, il faut du changement. Et puis là aussi, ça va se voir si c'était le coach, parce qu'il va y avoir des gros chocs. Il y a Fenerbahçe, il y a le Pana, il y a l'Olympiakos, il y a l'Asvel ce soir, même si bon, pour l'instant on ne pourra pas vraiment voir les changements. Mais voilà, donc ils ont pas mal de chocs, et c'est à ce moment-là qu'on va voir si c'était l'entraîneur ou alors si c'est les joueurs complètement qu'il faut changer. Là, c'est simple, sur leurs 5 prochains matchs, il y a le Pana, l'Olympiakos et Fenerbahçe. Donc il y a calendrier, on va dire, assez salé pour les Monégasques. Et un petit mot sur le début de saison de Mike James. Est-ce que vous le trouvez un petit peu en deçà de ce qu'il sait faire d'habitude, Émile? Après, il a quand même eu un été compliqué avec ses problèmes de dos.
Je pense qu'il faut lui laisser le temps, parce que Mike James, même si on a beau ne pas l'aimer, on doit reconnaître que c'est un des plus grands joueurs d'Euroleague de l'histoire. De l'Euroleague, donc il dit que il se dit être meilleur joueur de l'Euroleague de l'histoire, mais je pense que le meilleur, ça restera Vasilis Spanoulis, parce que Mike James ne défend pas. Enfin, il défend, mais que quand ça l'arrange. Puis peut-être pour la longévité aussi. Aussi, mais je pense qu'il pourrait tenir là encore longtemps, Mike James, mais il avait parlé d'arrêter le basket parce que ça l'énervait un peu, ça l'agaçait. Mais quand on voit son talent offensif, on ne peut que reconnaître la beauté du joueur. Et je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps de revenir de blessure au dos. Voilà. Ok, je vous remercie. On va désormais passer au jeu de l'émission. Voilà, on a fini, on a un petit peu abordé nos 3 équipes françaises. On va passer à un jeu spécial Nando De Colo, la légende française. C'est simple, je vais poser une question. Celui qui me répond le plus vite, très simplement, gagne le point. Et la dernière question, vous aurez une question chacun qui vous rapportera 3 points si vous répondez bien ou 0 si vous répondez mal. Première question sur Nando De Colo. En 2006, il débute sa carrière professionnelle dans quel club ? Tu peux aller. À Cholet. À Cholet. T'inquiète, il n'y a même pas besoin de lever la main. Ok, d'accord. À Cholet, il y passe d'ailleurs son temps de 2002 à 2006 en formation et ensuite de 2006 à 2008. 2009. Dommage, t'y étais presque. Deuxième question, ça fait 1 point pour Émile. En 2009, par quelle franchise NBA il est drafté ? Spurs. Moi j'ai attendu qu'il finisse sa question. C'est Axel qui gagne le point. Non, il n'y a pas de mal, Axel. Okay, je comprends dans quel état d'esprit on est. Point bonus si vous me donnez la bonne position de sa draft. 52. 53, t'étais vraiment pas loin. T'étais pas loin, mais bon, par contre, il a pas rejoint la franchise, il la rejoindra en 2012, le temps de s'essayer du côté de Valence. Un de bien point pour Axel, aussi. 1 point pour Émile, mais Louis, pardon, tu vas revenir. Troisième question, à son retour en Europe en 2014, quel club rejoint-il ? CSKA Moscou. CSKA Moscou. J'hésitais avec le Zénith. Pour 5 saisons, mais il est très rapide. Franchement, Émile, il sera même MVP du Final Four de l'Euroleague avec le CSKA Moscou. On peut pas aller sur le pire de l'Euroleague. Ça enchaîne sur ma prochaine question. En quelle année a-t-il été sacré MVP de l'Euroleague ? 2015. 2017 2016. Point pour Axel. Vous n'étiez pas loin. C'est saison 2015-2016. Donc on compte l'année évidemment 2016. 2 points pour Axel, 2 points pour Émile, 0 pour Louis. Mais rien n'est fini, ne t'inquiète pas. Dans l'histoire de l'Euroleague, Nando De Colo est le 2e meilleur scoreur. Derrière Mac James. Mais qui devance-t-il à la 3e place ? Vasilis Spanoulis. Spanoulis, effectivement, celui qui va sûrement devenir le nouvel entraîneur de Monaco. Là, on est sur une machine. On est sur Émile, clairement la vraie machine. 3 points pour lui, 2 pour Axel, 0 pour Louis. Mais rien n'est fini. Parce que la dernière question, elle vaut 3 points. En vrai, tu peux juste dire leurs points et après, moi, tu zappes. Et on commence avec toi pour la question à 3 points. Vous avez une question chacun, les autres, vous ne jouez pas. Switch. Aux Spurs. Ok. Il est un moment envoyé en G-League pour avoir un temps de jeu, un peu plus de temps de jeu. Mais comment s'appelle l'équipe de G-League Austin Spurs. Austin Spurs. Bravo Louis. Vous l'aviez ou pas ? Non. Ok, bon Louis, ça fait tes 3 premiers points. Comment ça, il est ex-aequo avec Émile et il passe 3 devant Axel. Merci pour le petit bruit en régie. Axel à 0,5 près. En 2016, lorsqu'il est élu MVP, combien de points a-t-il en moyenne ? 23. Je le sens bien. À 0,5 près. Pas pour t'influencer. Combien de points de moyenne lorsqu'il est élu MVP ? C'est vrai que Joris en régie, je pense pas qu'il est là. Non, je pense pas qu'il est la réponse, non. En vrai, j'aurais tablé sur plus de 20, mais moins de 25. Donc, ça passe, on va essayer. Je pense que je dirais 20. Sur du basket européen. Je dirais. Attends, il a donné un gros indice là. Non, mais c'est vrai, mais c'est quand même. Quand il jouait, il marquait quand même beaucoup. À son prime, pardon. Mais je dirais peut-être. Je dis quoi ? Je dis 20. 20,5. Je pourrais dire ma réponse ou pas ? T'aurais dit combien ? C'est à 0,5 près. 17,3. Il est à 17,2. Émile, encore une fois, était à 0,1 près. Dommage. Axel, malheureusement, tu ne gagneras pas ce jeu. Non, du coup. Émile, dernière question. C'est vrai que Louis est peut-être en train de faire le braquage. Ah oui, le hold-up là, le hold-up. À 200 près, combien de points Nando De Colo a-t-il en équipe de France ? En équipe de France. En équipe de France. On sort un petit peu du cadre. On sort bien, ouais. Ouais, complètement là. On sort de ma zone de confort là. En équipe de France. Allez, te challenger un peu. À 200 points 200 près. C'est qu'il en a mis. Je tablerai sur 12 000. 12 000 points. Non. 700. 700 000 640. 740, c'est ta réponse. 640. 640. Vous aurez donné une réponse ou pas ? Moi, j'aurais donné 1002. Ok. Bon, la réponse c'est simple. Tu es très très loin. 2194.
Donc là, vous me posez un problème, c'est qu'il y a égalité entre vous deux. Comment vous départagez? C'est simple, je vous donne les 4 clubs. Le premier qui me donne là où il a commencé le basket en étant enfant gagne le jeu. Vous me laissez terminer quand même les clubs, histoire que l'autre ne fasse pas douiller. Premier club, Lens, le RC Lens basket. Oh, franchement, j'allais dire le Nord. Deuxième club, Arras. Troisième club, Liévin. Ou Lieuvin, je ne sais pas comment on prononce. Lieuvin. Et du coup, le dernier, Cholet, mais je le dis d'avance, il n'a pas commencé là-bas. Donc, entre Liévin, Lens et Arras, où a-t-il commencé? Lens. Non, je pense que c'est plus. Je pense que Lens, c'est intermédiaire, tu vois, c'est une étape. Liévin, c'est un peu trop. Les gars, Arras. c'est le premier. Arras. Liévin. Et c'est Louis qui gagne. C'est Louis qui gagne ce jeu sur son braco, hein, la spéciale Louis. Il gagne le jeu spécial Nando De Colo, même si Emile partait favori sur de l'Euroleague. Mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une prochaine émission. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, le Money Time, sur TikTok, Instagram et évidemment YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo et nous on se dit à la prochaine.